On ouvre donc ce journal avec notre invité Philippe Goffin, ministre des Affaires étrangères et de la Défense. Bonjour. Bonjour. Alors avec vous, nous allons parler de deux thèmes principaux, dont un vraiment largement, le rapatriement des binationaux coincés au Maroc. Et la question évidemment des 12 millions de masques commandés par votre cabinet il y a quelques jours. Alors on commence par les rapatriements. Hier, en soirée, un deuxième vol est arrivé à Bruxelles en provenance de Casablanca. Quelle est la situation actuelle concernant ces rapatriements ? Voilà, donc il faut savoir que c'est déjà la deuxième vague de rapatriement. Une première vague de rapatriement a été effectuée dans le courant du mois de mars, tant par les autorités belges que par Ryanair. Je rappelle que 18 avions ont décollé du nord du Maroc. 7 avions ont été affrétés spécialement par la Belgique. D'ailleurs, le Maroc a été notre première destination de rapatriement. Ensuite, il y a eu la difficulté liée à la fermeture de l'espace aérien marocain et des aéroports par ailleurs. À ce moment-là, une discussion s'est ouverte entre les autorités belges et marocaines pour permettre le rapatriement de nos ressortissants. Et là, nous y sommes. Donc, il y a eu énormément de demandes. Il fallait traiter tout cela. Ça a pris du temps, mais il faut comprendre aussi que notre poste n'est pas non plus fourni de manière importante, puisqu'on est dans une crise mondiale. Donc, ce qui se passe au Maroc s'est passé en Tunisie, en Algérie, au Sénégal, en RDC, bref, partout dans le monde, pour faire en sorte que nos ressortissants puissent revenir dans les meilleures conditions possibles. La semaine dernière encore, il y avait des rapatriements venant des îles Canaries. Et donc voilà, aujourd'hui, enfin hier, il y a eu un vol, avant-hier également, et la semaine prochaine, d'autres vols interviendront encore au départ du Maroc à destination de Bruxelles. Alors les avions ramènent environ 200 personnes à chaque vol, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc le dernier vol, 264 passagers étaient à bord. Alors, dans ces personnes coincées, il y a évidemment en partie des personnes qui étaient en vacances et sont restées coincées dans le pays, mais il y a également donc les binationaux. C'est un peu les deux parties qui se trouvent dans ces personnes coincées au Maroc. On n'a pas fait de distinction entre belges ou binationaux, à savoir belgo-marocains. En fait, la dynamique qui a été la nôtre, et je le répète, c'est partout dans le monde, puisque la crise est mondiale, c'était quoi? C'était de permettre le rapatriement des Belges en séjour temporaire. Un séjour temporaire, c'est quoi? Des vacances, des raisons professionnelles. Et puis après est venu s'ajouter le critère d'humanitaire, c'est-à-dire une personne qui nécessitait des soins avec attestation médicale, évidemment, ou alors des raisons sociales, par exemple le risque de perdre un emploi. Mais donc, à la base, ce sont évidemment des Belges en séjour temporaire qui ont reçu la priorité. Je veux dire qu'il y a 500 000 Belges qui sont répartis partout dans le monde. Donc, vous imaginez évidemment la difficulté. Il fallait donc établir des critères à la base objectifs. Alors, c'est sûr que dans certains cas, ça pose des problèmes. On essaye de les résoudre les uns après les autres. Il y a parfois des difficultés, des cas personnels qui méritent une attention plus particulière parce qu'ils auraient peut-être été rejetés au départ. Donc, c'est un long travail d'analyse qui est fait tant par les autorités belges, mais surtout par les autorités marocaines, parce que je rappelle que c'est le Maroc qui valide les listes de propositions de retour ici en Belgique. Alors, je vous avoue que lorsqu'on a mis l'annonce de votre venue en tant qu'invité, nous avons reçu beaucoup de questions et de commentaires. Nous en recevons également encore maintenant dans ce Facebook Live. Il nous revient tout de même une situation un peu chaotique sur place. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ces rapatriements prennent autant de temps et quelle est l'organisation sur place? J'entendais qu'il y a des navettes, des bus également, et aussi la question des critères, peut-être aller un peu plus loin au niveau des critères. Alors c'est vrai que la critique est aisée, évidemment. Donc là, il y a des personnes ici à Bruxelles qui ont pris beaucoup de temps à nous critiquer. Bon, peu importe, nous, on prend beaucoup de temps à essayer de résoudre les problèmes. C'est ça le sens de notre action. Donc à la base, on a eu 6000 demandes par mail. Il faut imaginer que le poste de Rabat a reçu 6000 demandes avec, dans certains cas, puisque c'était ce qui était demandé, des attestations, donc je me répète, liées à un critère humanitaire, donc clairement des raisons de santé ou des raisons liées au statut social, par exemple le risque de perte d'un emploi. Donc il a fallu analyser tous ces emails-là. Je me répète, le Maroc n'est pas le seul pays où il y a eu des difficultés de rapatriement. On n'a pas pu renforcer, puisqu'on le voulait, le poste de Rabat, puisque les autres postes continuent à vivre également avec les mêmes difficultés. Donc c'est un premier élément qu'il faut comprendre. Le deuxième élément, c'est qu'on a dû négocier avec les autorités marocaines aussi pour permettre ce rapatriement. Je rappelle aussi qu'un premier lot de rapatriement a été effectué dans le courant du mois de mars.
Donc là aussi, il faut avoir ça à l'esprit. Et donc, plutôt que d'essayer d'alimenter une polémique totalement inutile, nous, on travaille, et je voudrais vraiment saluer le travail de nos personnels, que ce soit à Rabat ou ici à Bruxelles, parce que ce sont des personnes qui travaillent 7 jours sur 7, dans des conditions difficiles. Ils reçoivent énormément de demandes, avec effectivement des cas parfois très très difficiles à analyser. Et je peux vous dire que ce n'est pas très agréable pour eux de s'entendre dire qu'ils ne répondent pas au téléphone, qui ne sont pas présents, qui ne prêtent pas attention. Vous savez, quand vous êtes bombardé parfois par 15 mails de la même personne, eh bien c'est du temps qu'on ne sait pas consacrer aux autres. Alors c'est vrai qu'on demande ici du calme parce que ça en nécessite, et il faut juste un peu se mettre à la place des personnes qui pour le moment sont appelées à gérer ces très très nombreux dossiers. Alors sans doute qu'il y a parfois des difficultés, sans doute que parfois il y a des imprécisions, comme dans n'importe quelle organisation, parce que c'est une situation évidemment totalement inédite pour nos services. On y apporte une réponse le plus rapidement possible et au mieux. Il y a, je parlais justement des navettes sur place. C'est votre cabinet, votre ministère qui envoie des bus pour amener ces personnes à l'aéroport, c'est ça? Alors, là, de nouveau, très simplement, je suis très content que vous me posiez la question. Il est évident que si on avait pu avoir des vols qui pouvaient décoller depuis le nord du Maroc, on l'aurait fait. Et donc, pour faciliter le retour, justement, plutôt que de nous stigmatiser et de dire que le service est chaotique, il faut imaginer ce que c'est d'organiser un service d'autocar pour permettre à nos ressortissants de pouvoir regagner l'aéroport de Casablanca et pouvoir à ce moment-là décoller. Donc effectivement, ça complique la situation, mais c'est un service supplémentaire qui est rendu, puisque malheureusement, les aéroports étant fermés, chez nous aussi, d'ailleurs en Belgique, les aéroports sont fermés. Je prends le cas de l'aéroport de Charleroi. Les autorités marocaines ont dit qu'on devait décoller de Casa, et donc pour faciliter le retour, parce que les distances sont parfois très éloignées de l'aéroport de Casa, on a mis en service des bus. Alors oui, ça prend du temps, c'est compliqué. Il faut s'assurer que les personnes qui montent dans l'autocar sont bien les personnes qui ont été validées. Il y a des attestations qui doivent être là. Oui, c'est compliqué, c'est vrai. Mais au départ, c'est justement la volonté qui était la nôtre de faciliter un retour, eu égard au fait que les aéroports du Nord n'étaient pas accessibles. Et je comprends parfaitement, puisque même chez nous en Belgique, il faut aussi le comprendre. Je citais le cas de l'aéroport de Charleroi. Eh bien, il est fermé. Et donc, pour le moment, les aéroports ici en Belgique, eh bien, c'est Liège Airport pour le fret, c'est Bruxelles pour les personnes. Le Maroc a aussi un confinement assez strict. Le Maroc vit aussi la difficulté du coronavirus. Et donc, là aussi, il faut intégrer cette notion-là. Quand on est dans une crise classique, parce que j'entends aussi que qu'est-ce que c'est comme amateurisme, ils ne savent pas faire le travail normalement, la crise, elle est mondiale. Elle est mondiale. Nos postes sont mobilisés, je le disais, partout. Et donc, même un renforcement de postes n'était pas possible. On l'a fait depuis Bruxelles pour faciliter le travail et l'accélérer. Mais il y a un moment, il faut pouvoir dire la vérité aux personnes. Il faut pouvoir exprimer les difficultés face auxquelles on est confronté. Dans une crise classique, je prends souvent l'exemple d'un tremblement de terre. Un tremblement de terre, c'est sur un lieu bien précis, avec une zone déterminée. Ici, la zone déterminée, c'est l'ensemble du monde. On le rappelle, c'est bien les autorités marocaines qui doivent vérifier la validité des documents belges pour permettre le rapatriement. Exactement, donc effectivement, ça a été l'ambassade de Belgique qui a été en charge de faire l'analyse sur base des critères qui avaient été convenus avec l'autorité marocaine. Je rappelle aussi, parce que ça a l'air d'être un peu oublié pour le moment, que les rapatriements du mois de mars ne faisaient l'objet d'aucun critère. Alors j'ai lu aussi que nous avions privilégié les Belges et pas les binationaux, c'est totalement faux, il suffit de vérifier, il y avait 40% de binationaux. Donc voilà, ces polémiques-là, je l'ai dit, ne m'intéressent pas, on a beaucoup de travail pour le moment pour essayer de résoudre une situation qui est difficile, et je me répète, il y a des cas particulièrement difficile que nous essayons de régler. Mais il est vrai qu'in fine, c'est à l'autorité marocaine qu'il appartient de valider les listes. On a beaucoup discuté, beaucoup dialogué avec les autorités marocaines pour finalement arriver à ce résultat et à des rapatriements qui, je me rappelle, ont quand même au mois de mars permis à 1200 de nos ressortissants de revenir au pays, plus les 18 vols Ryanair du nord du Maroc. Et puis maintenant, nous sommes dans une seconde phase de rapatriement. Je rappelle aussi que le Maroc sera la destination qui aura été la plus desservie partout dans le monde. Alors, on en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une protection légale concernant le travail? Toutes ces personnes qui ne peuvent pas aller au travail vu qu'elles sont coincées au Maroc, et est-ce qu'il y a peut-être des garanties pour eux? Je sais bien que ce n'est pas forcément, vous ne faites pas partie du monde du travail par rapport à votre ministère, mais est-ce qu'il y a la possibilité de garder leur travail ou au moins avoir des garanties? Parce que voilà, ce n'est pas de leur faute s'ils sont coincés au Maroc. Il y a ce qu'on appelle, je vais prendre ma casquette de juriste, il y a ce qu'on appelle les raisons de force majeure. Si pour une force majeure, vous n'êtes pas en capacité de vous présenter au travail, évidemment, là, vous ne pouvez pas être sanctionné en tant que tel. Mais comme vous dites, ce n'est pas ma matière numéro un.
à la base, si une personne peut établir qu'elle ne pouvait pas se rendre au travail pour une raison, donc je répète, de force majeure, et en l'occurrence ici c'est le cas, puisque vous êtes bloqué dans un pays qui a la souveraineté de son territoire. Donc ce que nous avons fait au niveau de la Belgique, c'est d'essayer de lever ce verrou. Et je me répète, chaque pays organise son confinement comme il l'entend. Je sais que le confinement au Maroc est très strict et on comprend tout à fait la démarche pour essayer de lutter face au coronavirus. Mais une personne qui serait donc bloquée au Maroc et qui serait menacée de perdre son emploi et qui peut attester le fait qu'elle n'était pas en situation de revenir serait, selon moi, évidemment protégée. Alors, il y a beaucoup de questions sur notre Facebook Live, dont une qui revient souvent. Est-ce que les personnes qui reviennent, qui sont rapatriées, mais également les familles qui vont chercher ces personnes à l'aéroport, est-ce qu'elles sont mises en quarantaine quand elles reviennent ici, sur le territoire belge? Donc chaque personne qui prend l'avion se voit remettre un masque, évidemment, pour permettre la protection des personnes autour d'elles et d'elles-mêmes aussi d'ailleurs. Une fois qu'elles arrivent ici, c'est le SPF des affaires de la santé qui prend le relais, avec chaque fois le même principe. Une personne qui ne présente aucun symptôme, évidemment, peut rentrer chez elle. Une personne qui présenterait des symptômes, évidemment, est orientée vers une mise en quarantaine. Alors, on va faire aussi un petit peu le bilan des autres pays. Vous avez reçu des milliers d'appels, j'imagine, par rapport à votre call center. On peut faire peut-être un bilan des Belges qui restent encore dans d'autres pays, coincés dans d'autres pays? Je le disais, on a pour la Belgique 500 000 ressortissants qui sont partout dans le monde pour des raisons diverses. Soit ce sont ce qu'on appelle les expats. Vous avez aussi des personnes qui sont là pour le travail, mais de manière beaucoup plus longue, évidemment. Nous avons aussi des étudiants. Voilà, donc il y a 500 000 personnes. Notre centre de crise a été ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça aussi, on ne le dit pas assez. Je remercie à nouveau le personnel qui s'est mobilisé pour faire en sorte de répondre le plus possible aux questions. Pas à 10 appels systématiquement le même, mais justement aux personnes qui viennent poser des questions, qui sont inquiètes et qui cherchent une solution pour le retour. Et donc, par rapport aux personnes qui sont encore à l'étranger, il y a encore des difficultés plus limitées, c'est vrai. Parfois, c'est 30 personnes, parfois, c'est 40 personnes. Ces personnes ne sont pas oubliées. Et dans ce cas-là, on essaie de travailler avec nos partenaires européens pour essayer d'organiser des retours partagés. Le mécanisme de solidarité européenne a bien fonctionné. La Belgique a permis, grâce à cela, le rapatriement de 900 ressortissants européens. Mais nous aussi, nous avons pu, je dirais, profiter positivement de cette solidarité et permettre le retour de nos ressortissants sur des vols luxembourgeois, français ou allemands. Alors Philippe Goffin, vous avez aussi cette casquette de ministre de la Défense. Le gouvernement fédéral a chargé votre ministère de lancer un marché public pour acquérir 12 millions de masques en tissu, des masques destinés à la population belge pour endiguer la propagation. Voilà, où ça en est? Alors voilà, c'est vrai qu'on a eu au niveau de la défense mission qui nous a été donnée par le Conseil des ministres pour commander 12 millions de masques en tissu. C'est un travail évidemment que nous menons avec détermination. Dans la saga des masques, puisque j'ai entendu ce mot saga des masques, en réalité c'est l'ensemble de la population qui doit être protégée. Il y a des lieux où ce sera obligatoire, des lieux où ce sera facultatif, mais évidemment là le bon sens doit primer. L'idée c'est de protéger les personnes avec lesquelles nous sommes en contact et puis se protéger soi-même. Les communes se sont mobilisées et moi, comme bourgmestre en titre, évidemment, je comprends particulièrement la démarche des communes d'avoir fait cette démarche et je les en remercie. D'ailleurs, aujourd'hui, ici à Crisnay, nous allons distribuer des masques à l'ensemble de la population, comme beaucoup d'autres communes l'ont organisé. Les régions sont également mobilisées et il était normal que le fédéral vienne en soutien de cette démarche-là et permette aussi à l'ensemble de la population de disposer d'un masque. Et donc, le marché est en cours et effectivement, il a été confié à la Défense il y a maintenant une semaine. Sauf que c'est dès demain que ces masques sont conseillés à la population et même obligatoires dans les transports en commun. Je sais que vous ne donnez pas de date, évidemment, vu que c'est en cours, mais est-ce que ça va arriver prochainement ? Voilà, je l'ai dit, les services de la Défense sont mobilisés pour essayer d'apporter le plus rapidement possible ces masques. Je me répète aussi, d'autres initiatives ont été prises et c'est bien ainsi. Quand je regarde l'ensemble des communes qui se sont mobilisées, c'est évidemment un excellent signal. Des entreprises se sont également fournies pour permettre la protection de leur personnel. Par contre, c'est vrai que je ne souhaite pas m'enfermer dans des dates parce que c'est une commande qui est importante. Il faut imaginer que le marché, pour le moment, est terriblement sollicité. Donc, il faut qu'on travaille avec sérieux. On a été sollicité par énormément d'entreprises. Là aussi, il s'agit de faire un tri
sérieux, et donc de ne pas nécessairement se précipiter non plus pour ne pas se voir à la fin du marché peut-être face à un constat de masques qui ne serait pas conforme ou qui ne répondrait pas complètement aux attentes. Mais je peux vous dire que nos services travaillent. On a là aussi travaillé tout le week-end parce qu'on ne se rend pas nécessairement compte non plus de ce qui se passe en coulisses. Et je remercie là aussi les services de la Défense d'avoir pris la peine tout le week-end, depuis vendredi soir, de réanalyser l'ensemble des offres qui nous sont arrivées pour faire en sorte qu'effectivement les masques puissent arriver le plus rapidement possible. Ils viendront en complément des filtres qui ont été commandés aussi par le gouvernement pour venir renforcer les masques, je dirais que monsieur et madame tout le monde ont fait. Ils viendront aussi en renfort des masques livrés par les communes qui se sont aussi, comme acteurs de proximité, positivement mobilisés pour la sécurité des concitoyens. Alors pour les internautes qui nous posent la question, nous ne sommes pas en train d'éluder la question des masques qui ont été exportés hors Union européenne, mais on le rappelle, ce n'est pas votre cabinet, ce n'est pas votre ministère. Donc la seule chose que je pourrais vous demander, c'est peut-être de commenter, mais ce n'est pas votre cabinet ni votre ministère, donc ce n'est pas à vous qu'il faut poser ces questions. Voilà, c'est pour je commente ce qu'il y est écrit sur notre Facebook Live, mais peut-être commenter peut-être cette information de ces masques exportés hors Union européenne, alors que nous, sur le territoire belge, nous n'en avons pas encore. Je fais partie de ceux qui ne passent pas leur temps à commenter les commentaires. Je suis pour le moment concentré sur ma mission. C'est d'essayer d'obtenir dans les meilleures conditions possibles et le plus rapidement possible 12 millions de masques. Le temps de la polémique, c'est du temps qui est perdu et qui n'est pas consacré à l'action. Et mon rôle ici, comme ministre de la Défense cette fois, c'est d'être autour de mes équipes pour faire en sorte que ces masques arrivent le plus rapidement possible. Je n'ai pas trop le temps de veiller à des commentaires sur des commentaires. Et je connais votre prochaine réponse par rapport à cette dernière question. Dans les colonnes de De Zondag, la première ministre Sophie Wilmès a réitéré la nécessité d'avoir un gouvernement de plein exercice d'ici le mois de septembre. Elle espère également que les pouvoirs dont dispose son gouvernement pour prendre les mesures pour lutter contre le coronavirus ne devront pas être renouvelés. Là, peut-être un commentaire ? Mais la Première ministre a totalement raison, évidemment, dans son analyse. Il y a eu des élections il y a bientôt 1 an. On a eu plusieurs tentatives avec des missions d'information. Effectivement, il est temps. Il est grand temps d'avoir un gouvernement de plein exercice. Pour le moment, le gouvernement est totalement mobilisé sur la mission qui lui a été donnée. Mais Mme Wilmès, évidemment, a totalement raison quand elle dit qu'il faut le plus rapidement possible un gouvernement de plein exercice parce que après cette crise, il va y avoir un travail colossal, je dis bien un travail colossal, pour remettre le pays sur les rails et le remettre en route. J'ai entendu beaucoup de propositions le 1er mai, quels que soient les partis d'ailleurs, en disant qu'il fallait réfléchir à un nouveau modèle, qu'il fallait réfléchir à des nouvelles pistes de solutions de vie finalement et d'organisation de la société. Ça doit se faire avec un gouvernement qui bénéficie d'une majorité au sein du Parlement. Le vote est obligatoire en Belgique et donc nous avons nous aussi par contre alors une obligation de résultat, je trouve, renforcée. C'est de pouvoir trouver des majorités cohérentes, mais on sait aussi dans notre système belge que on ne gouverne pas seul, on gouverne en coalition. Ça nécessite la nécessité de faire des compromis. Et donc, il est grand temps que nos représentants, quels qu'ils soient en capacité, effectivement, de nouer des compromis, de nouer des accords pour faire en sorte que, après cette crise, parce que, je me répète, les chantiers sont colossaux, nous soyons en capacité de remettre le pays en route. Vous pensez qu'on aura des élections encore bientôt ou les pouvoirs spéciaux seront réitérés? Dernière question, je vous promets. Ah, mais moi j'ai tout mon temps, on est dimanche matin, donc tout va bien. Mais non, par rapport à ça, je dirais que voilà, un Parlement a été élu il y a un peu moins d'1 an. Je me répète, il lui appartient à ce Parlement de dégager une majorité pour dégager un projet positif pour notre pays. Un pays qui a été, comme tous les pays du monde, totalement ébranlé par la crise du coronavirus que nous connaissons. C'est une nouvelle page, je pense, qui doit pouvoir s'écrire. Il y a des parlementaires qui ont été élus démocratiquement. Il nous appartient maintenant, au niveau des partis démocratiques, à trouver des points d'équilibre, des points d'accord pour permettre à notre pays d'avoir à nouveau un bel avenir, un avenir qui s'inscrit aussi dans un cadre européen, parce que nous avons là aussi un grand besoin d'Europe. Le repli sur soi, pour moi, n'est pas un bon message du tout. Au contraire, il faut garder à l'œil et à l'esprit que c'est ensemble qu'on est plus fort, et ce n'est pas en dressant des murs que l'on arrive à vaincre ce genre de difficultés. Merci beaucoup, en tout cas, Philippe Goffin, le ministre des Affaires étrangères et de la Défense. Merci pour le temps accordé ce dimanche matin.